Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, l'hebdomadaire Le Point pris pour cible par des Turcs pro-Erdogan pour avoir traité leur idole de dictateur. Emmanuel Macron intervient, la liberté de la presse n'a pas de prix, dit-il. Patron de presse et capitaine d'industrie, Serge Dassault laisse un empire de 18 000 salariés. Il n'y aura pas de bataille de succession, assure son fils Olivier Dassault ce matin sur Europe 1. Une baisse historique, 1 million de fumeurs en moins en un an et pour la première fois un recul très net chez les chômeurs et les plus faibles revenus. L'interdiction du glyphosate ne sera pas gravée dans la loi. Le débat s'est prolongé encore cette nuit sur le projet agriculture et alimentation. À 8h15, notre invité, le député insoumis François Ruffin, qui a plaidé passionnément à la tribune de l'Assemblée pour les poules, les vaches et les cochons. Le football, un match pluvieux, match heureux, 2-0 pour les Bleus face à l'Irlande. Dans ce journal, la tentation de Barcelone pour Manuel Valls. Peut-il vraiment gagner la mairie? Ce sera l'enquête de 8h avec Henri de la Guérie. Et la polémique Bécassine, une nouvelle adaptation qui fâche des autonomistes bretons. En Turquie, la censure. En France, les menaces et les intimidations, voilà les méthodes des admirateurs du régime turc ou de certains d'entre eux qui ont contraint des kiosquiers du sud de la France à retirer de leur devanture la une du dernier numéro de l'hebdomadaire Le Point où le président Erdogan est traité de dictateur. Pierre Herbulot. Le torchon, l'autre nom du journal Le Point dans les médias franco-turcs pro-Erdogan. Respect à ceux qui ont retiré l'affiche, écrit la page Facebook La Renaissance turque, suivie par 250 000 personnes. Mourad Gazli, influenceur sur les réseaux sociaux, appelle lui au boycott de l'hebdomadaire. Il a fait plusieurs fois campagne pour Recep Tayyip Erdogan auprès des Turcs de France avant de partir vivre en Turquie. Il a d'ailleurs obtenu la nationalité l'an dernier pour service rendu. Lui justifie les affiches déchirées. Les Turcs se sentent concernés. Ils disent, mais moi qui vote pour lui qui est mon président, tu le traites de dictateur. C'est pas une liberté d'expression. La liberté d'expression s'arrête là où la loi commence. C'est-à-dire l'injure et la diffamation. Des propos insupportables pour Étienne Gernel, le directeur du Point. Il voit même dans ce discours une justification du titre de son journal. Erdogan, c'est un dictateur. Arracher des affiches, c'est une pratique de dictature. On a fait un papier sur les réseaux d'Erdogan en France. On voit qu'ils sont très bien organisés, très bien structurés et très réactifs. Ils ne font que confirmer ce qu'on a écrit. Aucune plainte en diffamation n'a pour le moment été déposée, mais les soutiens du président turc en France comptent demander un droit de réponse. Action des pro-Erdogan jugée hier soir par Emmanuel Macron parfaitement inacceptable. La liberté de la presse n'a pas de prix, écrit le président sur son compte Twitter. La presse, Serge Dassault en était un acteur majeur, l'industriel qui a succombé à 93 ans à une crise cardiaque dans son bureau du rond-point des Champs-Élysées, avait acheté le Figaro et l'Express en 2004 avec l'espoir, souvent déçu, d'imprimer ses idées très libérales. Il était un actionnaire pas facile, se rappelle l'ancien directeur de la rédaction du Figaro, Nicolas Bétou. Il y avait quelques messages forts qui tournaient autour des 35 heures, qu'il jugeait comme une catastrophe pour la France, des syndicats qu'il estimait être très nuisibles au pays, de l'ISF qu'il voulait absolument faire abroger. Donc c'était compliqué pour un journaliste de lui dire que oui, effectivement, c'était son journal et qu'il pouvait faire passer ce genre de message, mais tous les jours, c'était quand même un peu trop. En revanche, ce qui est très important, et je voudrais vraiment le souligner, c'est que ça a été un industriel de presse exceptionnel. Et je pense qu'il faut vraiment souligner et remercier le travail qu'il a fait autour du groupe Le Figaro. Quand il achète Le Figaro, c'est un journal qui va mal sur le plan économique. Et il en a fait probablement le groupe de presse français aujourd'hui le plus puissant. C'est sa fabrication, c'est son talent. Nicolas Bétou au micro de Laurent Bazin dans Europe Soir. Des opinions que Serge Dassault exprimait souvent sans filtre, comme en 2008 sur iTélé à propos des grèves et du temps de travail. À quoi ça sert les grèves? Dites-moi. Dès qu'on veut faire quelque chose, ils font la grève. Dès que le président veut faire une réforme, on fait la grève. Aujourd'hui, la grève est un cancer. La grève politique doit être interdite. La grève de soutien doit être interdite. Ce 35 heures, c'est le cancer de la France. Ça a cassé l'industrie. Et les gens sont habitués maintenant à pas travailler. C'est pratique. On échoue parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Serge Dassault en 2008, la holding Dassault revient désormais à un fidèle, Charles Edelsten, 80 ans, à charge d'arbitrer la succession, mais le fils aîné Olivier Dassault affirme ce matin sur Europe 1 qu'il n'y aura pas de querelle d'héritiers. Serge Dassault aurait été déçu, il n'y aura pas de nouvelles baisses d'impôts pour les entreprises. Le Premier ministre Édouard Philippe a coupé court aux espoirs du patronat, Daniel Fortin. Oui, patronat qui exprime sa déception car c'est une revendication du MEDEF, appuyée d'ailleurs par Bercy. Le
leur réclamait une baisse des multiples taxes que les entreprises payent en plus de l'impôt sur les bénéfices, qu'il s'agisse de l'indemnité transport des salariés ou encore le forfait social. Leur argument est qu'elles étaient beaucoup plus élevées, ces taxes, que celles de leurs concurrents européens, ce qui nuisait à leur compétitivité. Mais Matignon a tranché, c'est non, il n'y a plus assez de marge de manœuvre budgétaire et le gouvernement estime avoir beaucoup fait pour les entreprises depuis un an. Entre 1 et 1,5 milliard de baisses d'impôts ont déjà été décidées. Mais est-ce que le message n'est pas aussi politique ? Alors incontestablement oui, le gouvernement doit présenter dans les prochaines semaines un plan de réforme de l'action publique qui se soldera par une forte baisse des dépenses publiques, un plan qui sera forcément impopulaire. Pas question dans ce contexte de laisser croire que les entreprises vont échapper à cet effort, c'est même le contraire qui va se produire puisqu'en plus de la fiscalité, l'exécutif devrait revoir à la baisse les aides qu'elles reçoivent. On parle de 5 milliards d'euros sur un total de 140 milliards par an. Daniel Fortin des Échos, merci. Un recul sans précédent, je vous le disais, 1 million de Français qui fumaient chaque jour ont arrêté en l'espace d'un an. Ce sont les chiffres du ministère de la Santé, avec une baisse marquée pour les milieux les plus défavorisés, des sans diplôme ou des sans emploi. Un tiers de fumeurs dans cette catégorie contre près de 40% un an auparavant. Reportage à Clichy dans les Hauts-de-Seine, Roman Oquet. Samira vient d'écraser sa dernière cigarette. À 43 ans, cette mère de famille au chômage dépensait 80 € par mois, une dizaine de paquets en moyenne. Oui, mais voilà, le prix est passé de 7 à 8 €. C'est trop. Et puis je pense que ça va encore monter. Je pourrais faire autre chose avec cet argent. Pouvoir peut-être payer des activités en plus pour mes enfants, leur acheter des vêtements, sortir aussi avec mes enfants. Voilà. Pour tenir le coup, Samira peut compter sur les patchs, les gommes ou les pastilles, désormais mieux remboursées. Claire, pharmacienne, confirme, dans son officine, les ventes de substituts augmentent de 10% chaque année. Il y a de plus en plus de gens, effectivement, de milieux défavorisés qui n'ont pas forcément les moyens, donc ils sont de plus en plus nombreux à avoir cette démarche d'arrêt du tabac. Donc le remboursement de la sécurité sociale, passant de 50 € à 150 € a favorisé le comportement d'arrêt du tabac. Et il profite aussi à une autre activité, celle des magasins de cigarettes électroniques. À Clichy, certains ont doublé leur clientèle. Roman Oquet. Et à noter l'hommage inhabituel de la ministre à sa prédécesseur, pourtant d'une autre majorité. Agnès Buzyn a salué l'action de Marisol Touraine, déterminante dans cette baisse du nombre de fumeurs. Dans un instant, Manuel Valls à la conquête de Barcelone, ce sera l'enquête du 8h. Europe 1, 8h07. Europe 1. 8h08, la suite du journal. Patrick Cohen. C'est un pari politique qui intrigue et surprend. Manuel Valls, qui a fait toute sa carrière politique en France jusqu'à occuper le poste de Premier ministre, pourrait-il se relancer en Espagne à la conquête de la mairie de Barcelone, sa ville natale? Les élections sont prévues dans un an. Manuel Valls pourrait se présenter sous les couleurs de Ciudadanos, le parti de centre-droit anti-indépendance. C'est l'enquête de 8h. Bonjour Henri de Laguérie. Bonjour Patrick. Et vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Barcelone. Manuel Valls va-t-il vraiment se lancer dans cette bataille ? Alors écoutez, il n'y a plus beaucoup de suspense, il donnera sa réponse à la mi-juillet, mais à chaque fois qu'il en a l'occasion, il explique que ça l'intéresse, que ce serait un beau défi. Un Français maire de Barcelone, voilà qui incarnerait l'Europe selon lui. Et depuis que la crise catalane a éclaté à l'automne dernier, Manuel Valls est très présent ici et il a choisi son camp, celui des adversaires de l'indépendance. Il y a 3 semaines, alors qu'il recevait un prix des mains d'un lobby unioniste, il a fait un pas de plus vers une candidature. Podeu comptar amb mi, sempre estaré amb vosaltres. Per aquest combat, per aquest compromís. Vous pourrez toujours compter sur moi dans ce combat, dit ici Manuel Valls. On notera qu'il parle parfaitement catalan. Ce qui est bien le minimum. Alors concrètement, comment prépare-t-il cette candidature ? Eh bien, il rencontre beaucoup de monde. Manuel Valls connaît bien les élites catalanes. La semaine dernière, il s'est réuni avec plusieurs élus locaux. Il a dîné avec le directeur du quotidien La Vanguardia. Il s'est entretenu avec quelques grands patrons qui verraient d'un bon œil ce transfert. Des assesseurs lui préparent des notes. Alors c'est vrai, au début, cette candidature faisait sourire ici, mais aujourd'hui, elle est prise très au sérieux, comme l'explique le politologue Gabriel Colomé. Il est vraiment connu, il est respecté. C'est une personne qui est au-dessus de la mêlée des partis. Les indépendantistes ne sont pas majoritaires à Barcelone. C'est-à-dire, ça peut être un candidat et il pourrait même, avec les géométries variables, être maire de Barcelone. Et Henri, est-ce qu'il peut gagner ?
Alors, ce n'est pas impossible dans une élection à la proportionnelle. Il a ses chances. Il pourrait d'ailleurs gouverner en coalition avec les socialistes et la droite. Et puis, les premiers sondages internes sont plutôt bons. Reste qu'il devra lutter contre cette image de parachuté. Hors micro, la maire actuelle de Barcelone, Ada Colau, m'a fait part de sa colère. Il a échoué en France. Alors, il vient chez nous, dit-elle. Beaucoup d'habitants sont sceptiques. Écoutez Jordi, électeur indépendantiste. Pour faire de la politique municipale, il faut aller dans la rue, connaître la ville et les problèmes des gens. Or, ce monsieur doit connaître Évry, la ville dont il a été maire, mais je ne crois pas qu'il connaisse Barcelone. Et c'est vrai qu'il a encore quelques lacunes. Il y a quelques jours, Manuel Valls s'était interviewé sur une radio catalane. Il a séché lorsqu'on lui a demandé quel était le quartier le plus pauvre de la ville, Ciudad Meridiana. Enfin, Patrick, s'il est élu maire, gardera-t-il son siège de député en France? Mais on ne sait pas. Le législateur n'avait pas prévu un tel cas de figure. L'enquête du 8h d'Henri de Laguérie depuis Barcelone pour Europe 1. Il est 8h11. Mamoudou Gassama, le héros du moment, aura la nationalité française d'ici environ 3 mois. Après avoir été reçu hier par le président de la République à l'Elysée, on a appris hier soir que le petit garçon de 4 ans qu'il a sauvé avait chuté d'un étage avant de s'accrocher au balcon. Le jeune Malien de 22 ans lui a fait la tournée des médias hier et il fait aussi la fierté de son pays. Le président malien l'a appelé en personne pour le féliciter. Écoutez ce qu'en dit le journaliste Amadou Cissé du quotidien L'Essor à Bamako. Franchement, ça fait le buzz, quoi. Ça cause beaucoup de ça. Les gens ont partagé partout depuis hier. Les gens s'envoient des messages. Il a été reçu par le président, on l'a suivi. La photo de cette audience-là a fait le tour au Mali ici. Et surtout, quand le président Macron a annoncé qu'il sera naturalisé, qu'il va intégrer la compagnie des sapeurs-pompiers. Franchement, ça, c'est une belle récompense. Et là, au Mali, ici, on ne peut qu'en être fier. On se rappelle déjà de ce que Bathily a fait lors de l'attaque terroriste en France, qui a fait aussi un acte de bravoure, qui a aussi sauvé des vies. Ça fait déjà 2. Et comme on dit chez nous, il n'y a jamais 203. Alors, on attend le 3e. Propos recueillis par Pauline Jacot. Le football, les Bleus ont battu hier en match amical l'Irlande 2-0 au Stade de France. Test réussi pour les Bleus à 2 semaines et demie du mondial en Russie. Prochaine rencontre, ce sera face à l'Italie vendredi soir. Le tennis, vous saurez tout à l'heure à 8h35 avec Corinne Boulou et le journal de Roland Garros. Bécassine, le nouveau film qui fait grincer des dents avant même sa sortie le 20 juin. Un collectif d'indépendantistes bretons appelle au boycott et veut perturber les avant-premières dans l'Ouest. Il estime que cette jeune bretonne un peu sotte et inculte qui monte à la capitale, eh bien c'est le symbole du mépris parisien. Pierre-Baptiste Vanzini. Bécassine, ce n'est pas ma cousine, c'est nos grands-mères. Ewan, porte-parole du collectif indépendantiste Dispatch, appelle les Bretons à ne pas aller voir ce film, voir un personnage benet et soumis totalement décalé par rapport à la souffrance de ces années-là. Le boycott, il s'impose. C'est un symbole qui est très trash, quoi. On reprend simplement le personnage de Bécassine dans sa plus grande bêtise et on dit absolument rien sur ce que toutes les femmes bretonnes ont vécu à cette époque. Quand elles montent à Paris, elles finissent soit bonnes pour des bourgeois parisiens, soit elles finissent dans les bordels. C'est ça la réalité de l'époque aussi. Ils appellent au boycott avant même d'avoir vu le film. Rien ne peut en effet racheter ce personnage de Bécassine à leurs yeux. Le sénateur Ronan Dantec avait créé l'exposition Bécassine Banania, regard croisé. Pour lui, Bécassine, c'est avant tout le mépris des gens de la ville pour ceux de la campagne. C'est évident qu'on met les migrés qui viennent d'Afrique ou de Bretagne en situation d'infériorité culturelle. À travers Bécassine, une société française urbaine s'affirme et effectivement, elle se considère très largement supérieure à ce monde de plouc. Ce n'est pas la première fois que les Bretons s'émeuvent devant Bécassine. À la fin des années 30, il y avait même eu des manifestations à Nantes quand l'une des premières adaptations cinématographiques était sortie. Rennes, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1. Les Molières ont couronné hier soir Ariane Mnouchkine, meilleur metteur en scène pour Une chambre en Inde, écrite sur fond des attentats de Paris. À noter la révélation masculine pour le jeune Rod Parado dans la pièce Le fils de Florian Zeller. Il était notre invité hier. Et puis vous avez été nombreux à exprimer votre émotion sur Europe après la mort de Pierre Bellemare. Aujourd'hui, la famille invite tous ceux qui le souhaitent à lui rendre un dernier hommage. Ses obsèques seront célébrées jeudi à 10h30 à l'église Saint-Roch à Paris.